Commerce. Alors je recommence, bonjour, bienvenue dans le Café du Commerce, pour un Café du Commerce un peu exceptionnel au 105e congrès de l'Association des maires de France, que je vais animer, non pas le congrès mais l'émission avec Christophe Boucher de TBO qui arrive de Brest, et nos deux invités, Stéphane Ledouaré qui est maire de Pont-l'Abbé, également vice-président du conseil départemental du Finistère. C'est bien ça? C'est bien ça, et président de la communauté de communes du Pays Bigouden Sud aussi. Bonsoir. Voilà, et puis Vincent Aleno, lui qui est maire de Plaintel dans les Côtes-d'Armor, également vice-président de son département, c'est-à-dire les Côtes-d'Armor. Et tout à fait, et puis vice-président aussi de Saint-Brieuc-Armor Agglomération et de Mégalis. Voilà, alors, comme vous le savez, ce congrès des maires, c'est pas le premier, mais c'est ouvert dans une atmosphère un peu tendue. André Léniel, habitué des coups de gueule, maire d'Issoudun, qui est vice-président de l'AMF, a dit « les maires sont au seuil de l'insupportable ». On parle évidemment de l'étranglement financier du bloc communal. Est-ce que vous-même, Stéphane Ledouaré, vous trouvez ça de plus en plus difficile d'assumer vos fonctions, compte tenu que finalement, on restreint les recettes et on augmente les charges ? Et on nous transfère beaucoup de compétences sans nous transférer forcément les moyens qui vont avec. C'est vrai que le mandat a beaucoup évolué. Alors déjà, ce mandat-ci, il avait quand même assez mal démarré avec le Covid et puis après la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie. On a pris de plein fouet tout un tas de hausses de facturation. Rappelez-vous le prix du gaz et de l'électricité qui ont flambé. Il a fallu prendre des mesures d'urgence pour dire, par exemple, on ne va plus éclairer le centre-ville la nuit, etc., pour essayer de trouver des économies. Et aujourd'hui, effectivement, on nous presse beaucoup. Nos administrés n'ont jamais, je pense, autant attendu de nous. Et pour autant, moi, je suis en train de faire mon budget. On vote ça dans 3 semaines. Et quand je vois le brouhaha à l'Assemblée nationale et au Sénat, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. C'est quand même très difficile de mener des politiques, d'avoir des projets structurants quand on vous rabote si là sur une décision. Quand on comprend rien du tout à ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on fait comment quand on est à votre échelle? Aujourd'hui, Stéphane Ledouaré et Vincent Aleno. Nous, je pense que les maires, on a un côté très pratique. Moi, je constate quand même qu'aujourd'hui, ce qu'on vit à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'on a séparé la tête des jambes, dans la mesure où on ne permet plus aux maires que nous sommes d'être députés ou sénateurs. Résultat, non, mais vous avez emmené à Paris, à l'Assemblée, des gens qui ne sont pas dans les conseils municipaux. Je vais vous donner un exemple. Non, mais attendez, on va passer la parole un peu à Vincent Aleno. Est-ce que vous diriez, comme le maire d'Issoudun, l'excellent Léniel, André Léniel, que la confiance est une épave? Ce sont ces mots. La confiance est une épave. Est-ce que vous êtes dans un niveau de défiance extrême à l'égard de l'État? Le président de l'AMF, David Lisnard, lui, s'est contenté de dire qu'il voulait non plus des paroles, mais des actes concrets. Après, on connaît tous André Léniel, donc on n'en est pas loin. Pour moi, on n'y est pas encore, mais il y a les élections municipales qui approchent, et on a bien conscience les uns et les autres que là, le gouvernement a déjà demandé des efforts conséquents aux EPCI, aux communautés de communes, et l'étape d'après, c'est les communes. Donc forcément, la situation, elle va se dégrader pour nous, et on est forcément inquiet. L'effort budgétaire a été chiffré par le gouvernement à 4,7 milliards. Mais évidemment, pour les plus énervés, je ne veux pas reciter M. Léniel, mais c'est 7,6 milliards qui sont en cause et qui ont été prélevés. On est d'accord avec lui, en fait, entre ce que l'État nous annonce et puis en fait tout ce qui est indirect, la facture à la fin, elle va être beaucoup plus importante que ce qui est annoncé par l'État. Et forcément, c'est nous, les collectivités, le bloc local, qui allons nous retrouver en difficulté. Et la règle d'or qu'on s'applique, d'avoir des budgets en équilibre, eh bien, elle va un temps. Quand on commence à diminuer vos recettes, et vous le disiez tout à l'heure, on a des dépenses qui sont sans cesse en exponentielles ou en tout cas en augmentation importante. Donc on fait des arbitrages quand on est à vos stades. Il y a des choses qu'on ne va pas faire. Quelle politique on mène vis-à-vis des administrés? Il y a des choix drastiques? Ouais, c'est assez compliqué. Ça dépend de quelle strate on parle. Quand on parle, par exemple, département, eh bien, sur toute la partie sociale, certains des départements de France commencent à taper dans leur politique sociale, c'est-à-dire à moins accompagner et donc moins soutenir la précarité, ce qui quand même pose question dans notre État. Et puis quand on veut soutenir cette dimension sociale, après, au niveau d'une EPCI, ce qu'on a fait nous sur Saint-Brieuc-Armor Agglomération, c'est commencer à taper dans tous les budgets
budget de fonctionnement et optimiser pour dégager une marge de manœuvre et participer à la résorption de la dette avec ce fameux d'illico. Et vous voyez justement, vous, les problèmes arriver, puisque vous travaillez aussi au sein des conseils départementaux. C'est un premier, je dirais, thermomètre quand on est à votre place, Stéphane Le Doré? Les départements, aujourd'hui, n'ont plus la main sur leurs recettes fiscales. Le département, il ne vote pas de taux, donc il ne peut pas agir directement, il subit. Et il subit, et quand même, une des principales dépenses au département, c'est l'aide sociale, le RSA, et puis l'accompagnement des personnes âgées. Et on sait que notre territoire, il y a de plus en plus de personnes âgées. C'est vous qui m'avez dit que vous ça étiez coûte de plus en plus cher. Une CAF bis. Ah, c'est lui. Il est une CAF bis. Mais résultat, quand vous n'avez plus la main et que vous ne pouvez pas piloter parce que vous ne maîtrisez pas vos recettes, effectivement, on a beau serrer sur les dépenses, il y a un moment, quand vous êtes à l'os, vous êtes à l'os. La suppression de la taxe d'habitation, ça c'est plutôt pour les municipalités. On dit que ça a été 12 milliards de recettes en moins. Ouais, ça, c'était très pénalisant. Enfin, je pense que c'est la même chose à Pont-l'Abbé, mais c'est-à-dire qu'on nous a privés d'une recette qui nous liait au territoire, ou en tout cas qui liait les habitants au territoire. Il y a la même chose du côté des entreprises avec la suppression de la CVE, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, ce qui fait que nos habitants et nos entreprises sont déconnectés du territoire. Donc c'est dur de les embarquer dans un projet, c'est dur d'avoir un lien avec eux. Et cette exaspération de l'impuissance publique, en quelque sorte, est-ce qu'elle peut être compensée par la décentralisation qui est constamment promise, comme l'Arlésienne? Non, mais une vraie décentralisation. Moi, je pense qu'il faut faire confiance aux maires. Les communes sont bien gérées. On sort des budgets en excédent parce qu'on doit investir. On est pratique et pragmatique. Et honnêtement, on a bien vu le Covid. On l'a géré. On était au premier rang. On nous a appelés en disant qu'il faut ouvrir des centres de vaccination, il faut s'occuper de ci, il faut s'occuper de ça. On l'a fait. On l'a très bien fait. Le message, c'est laissez-nous faire. Laissez-nous faire. On a les clés, on sait y aller. Mais laissez-nous faire vraiment. Parce que là, petit à petit, on nous baigne un coup une compétence de ci, un coup une compétence de ça, mais sans nous donner les moyens qui vont avec. C'est l'État qui fait des économies en nous transférant. On va prendre quand même les dossiers les uns après les autres. Il y a une grosse inquiétude sur l'insécurité. Alors, on n'est pas à Marseille. On a vu effectivement le meurtre de ce jeune homme, Mehdi Kessaki, qui a suscité évidemment une très forte émotion. Malgré tout, est-ce que le développement du narcotrafic, qui métastase un peu dans toute l'Hexagone, est-ce que vous en sentez vous-même au niveau de vos communes qui sont périurbaines, est-ce que vous sentez l'effet? Oui, bien évidemment. Il y a eu une interpellation là, en début de semaine, une opération avec la compagnie de gendarmerie de Quimper. Du narcotrafic, on en a tous dans toutes nos communes. Il ne faut pas se voiler la face. On trouve, on arrête. Le problème, c'est qu'aujourd'hui... Ça prend quelle forme, justement, dans des villes comme Pont-l'Abbé, qu'on pouvait estimer être à l'abri, justement, de ce narcotrafic il y a encore une dizaine d'années? Ça prend quelle forme? Consommation de cocaïne, d'héroïne, de cannabis. Le cannabis est devenu, on va dire, très courant, mais cocaïne de plus en plus. Et du coup, vous on banalise avec des gens, en disant c'est courant, qui vrillent. Ouais. Et donc, il y a du trafic. Oui, il y a de la vente. Parce que, manifestement, ça a l'air d'être très rentable. Par contre, ça détruit des familles, ça détruit des couples. Et pour nous, ça gangrène et ça nous pollue notre quotidien, nous, en tant que maires. Vincent Leno, il faut pénaliser la consommation, à votre avis? Commune un petit peu plus rurale, donc on est en 4600 habitants, c'est pas tout à fait comme Pont-l'Abbé, mais effectivement, on peut constater que le trafic de drogue, c'est quelque chose qui est commun partout, et même dans la ruralité, on trouve ce type de trafic. On est peut-être un peu moins exposé que les grandes villes, mais tout de même, en fait, ça invite en tout cas à la plus grande surveillance et un gros travail de prévention, en tout cas, auprès de nos citoyens. Et puis, il faudrait qu'il y ait des vraies sanctions, parce que quand vous arrêtez les gens et qu'ils sont libérés 15 jours après, le trafic reprend, sous une forme ou sous une autre. Est-ce que le redéploiement de la police et de la gendarmerie, vous en mesurez aujourd'hui l'effectivité On n'a pas assez de forces de gendarmerie, je ne veux pas vous mentir. Théoriquement, on est censé avoir un gendarme pour 1000 habitants. C'est à peu près ce qu'on nous donne. Alors même que vous avez inauguré il y a quasiment 6 mois ou moins d'un an une nouvelle gendarmerie à Pont-l'Abbé. Qu'on a mis plus de 30 ans à sortir, parce que ça c'est très français. Avec le ministre Retailleau était venu inaugurer Le ministre Retailleau est venu inaugurer, et je le lui avais dit à l'époque, je lui ai dit, normalement, vu la hausse de population qu'on a connue,
parce que notre territoire est dynamique, attractif et fixe de nouveaux habitants, on devrait avoir 5 à 6 gendarmes de plus si on prend le ratio globalement, un gendarme pour 1000 habitants. Et vu qu'aujourd'hui, ils ont énormément d'activités, beaucoup de procédures judiciaires, le système est complètement engorgé. Et je n'ai pas assez de monde sur le terrain, au concret. Alors, il y a un autre gros sujet. Vous vouliez je ajouter voulais quelque juste chose? rebondir là-dessus. Enfin, je constate que c'est un peu les mêmes problèmes. Nous, c'est la brigade de Quintin qui gère le secteur. Et à un moment donné, il leur manquait 5 gendarmes. Donc là, on est arrivé à un effectif un peu plus global. Mais pour revenir sur la sécurité, sur la commune de Blaintel, par exemple, on a un système de protection, de vidéoprotection. Et donc, c'est quelque chose qui vient réguler et qui évite. Il n'y a pas de tabou chez vous sur la vidéoprotection? Non, il n'y a pas de tabou là-dessus parce qu'en fait, c'est quelque chose qui régule et qui diminue. Mais après, j'ai bien conscience en tant que maire que ça déplace le problème. Ça le déplace sur la commune ou sur les communes périphériques. Donc, c'est pas forcément une solution en soi. Voilà ce que je voulais juste Pourtant, rajouter sur la caméra, elle va en poupe, on dirait, dans le département du Finistère, hein, oui. Puisque même le président de Calan subventionne, aide notamment ceux qui veulent installer des caméras de protection dans les communes. Le département a fait un fonds sécurité pour aider les communes qui veulent s'équiper avec les assistants de sécurité de la voie publique, la police municipale et la vidéoprotection. Et Pont-l'Abbé, en l'occurrence, là, avec 2 autres communes, Combrit et l'Île-Tudy, on y va, le marché va être attribué et on déploie la vidéoprotection parce que il y a un besoin et il faut aider aussi, il faut donner les moyens aux forces de l'ordre, aux gendarmes d'avoir accès aux images. Les policiers y sont favorables en général, même si ça ne résout pas tout. Non, ça ne résout pas tout, mais ça peut aider à accélérer les enquêtes. Et dans le préventif, on fait quoi? Parce que ça ne résout pas tout, mais en effet, il y a du préventif à faire. On prend comment le problème? Le préventif, on le fait plus, je pense, auprès de nos écoles, à travers les ALSH, de la formation. Mais voilà, on a confiance dans la jeunesse et donc on essaye de les dissuader le plus tôt possible d'aller sur tous les faits délictuels et puis de la consommation de produits stupéfiants. Ouais, non, en fait, sur les points d'information jeunesse, moi je trouve que c'est des lieux stratégiques. Nous, la commune de Blaintel, on n'a pas de collège, donc on a les écoles primaires, un travail qui est fait de façon quotidienne, des actions de prévention qui sont menées. Mais maintenant, le point d'info jeunesse, c'est vraiment un point d'entrée par rapport à cette information sur tout ce qui est trafic. Je voulais juste revenir sur la vidéoprotection. C'est quelque chose, nous, dont on voit les effets bénéfiques. C'est utile pour les gendarmes, mais je rappelle que si en fait on est les seuls à le faire, ça n'a pas réellement d'intérêt. Donc des fois, ça peut être un coup dans l'eau et ça ne fait que déplacer le problème. En tout cas, ça vient réguler le trafic sur la commune. Alors, il y a un gros dossier également, c'est la crise du logement. À Plaintel, vous avez 4650 habitants. Vous êtes à 18 km de Saint-Brieuc et vous dites on ne veut pas être une cité dortoir. Non, clairement. Donc, l'objectif, c'est d'intégrer la population nouvelle qui arrive et de l'intégrer grâce à un tissu associatif très riche. On a 67 associations sur la commune, entre 35 et 40% d'adhérents de ces assos qui viennent en dehors de la commune de Plaintel. Donc, il y a un réel vivier et l'objectif par ce tissu associatif et par ce qu'on propose comme équipement, c'est de faire en sorte que ces personnes, elles intègrent la commune et qu'elles s'y sentent bien. Et l'objectif aussi, c'est de continuer à créer de l'habitat. Je vous le disais tout à l'heure, notre difficulté, c'est que de plus en plus, il y a des accidents de la vie, des séparations et des couples qui souhaitent rester sur la commune avec leurs enfants. Et donc, on cherche du T1, du T2, du T3. C'est quelque chose qui existe très peu sur le marché. Donc là, on sait vers quoi on doit l'orienter, ce marché. À cela, rajouter les normes supplémentaires qui se sont enchevêtrées au fur et à mesure aussi de ce mandat-là. On fait comment justement pour lutter contre ces surtranspositions normatives, histoire d'avancer? Parce que j'imagine que, et un, ça coûte de l'argent, et deux, ça va prendre du temps. Ça coûte de l'argent, ça prend du temps. Et puis, il y a quand même quelques contraintes hautes. Moi, je prends ma commune. Je suis une commune littorale. Je suis assujetti, du coup, risque de submersion marine, élévation du niveau de la mer. On ne peut pas construire en dehors de l'agglomération. Plus, vous nous rajoutez le zéro artificialisation nette. Alors, on fait comment sur un territoire qui est dynamique et attractif, où les gens veulent venir s'installer et en même temps, on nous dit, vous avez déjà assez consommé, on ne vous donne plus. C'est le réinvestissement urbain sur des friches, mais ça coûte très cher. En même temps, on a généralement l'amiante pour démarrer. Donc déjà, vous prenez quand même un billet conséquent. Et donc la difficulté aujourd'hui, moi je la constate, c'est pas trop négatif quand même. Non, mais on fait des baux à construction. C'est-à-dire que la commune ne vend plus le foncier. On fait une mise en concurrence et on fait un bail à construction avec un opérateur, ce qui lui évite d'acheter le foncier et ce qui permet d'essayer de sortir des logements ou des réhabilitations à un prix correct. Mais il vous les faut rapidement.
Il faut rapidement aussi tous ces logements. Non, mais, en fait, un dossier, entre le moment où vous avez décidé d'aller sur une opération de construction et l'aboutissement, c'est 4 ans. Et je voudrais quand même apporter une petite note d'espoir. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez encore 250 commerces. C'est plus que chez vous. Vous avez surmonté en partie la crise de la pêche. Alors pour la baie, c'est une exception aussi, Hubert, quand même, sur le côté commerce local. Oui, Faut le dire. mais enfin, il faut parler des exceptions qui marchent. Vous avez un redéploiement. C'est devenu très touristique. C'est devenu très touristique. Le tourisme est devenu la première source d'activité économique et passé devant la pêche. Est-ce que c'est trop touristique aujourd'hui? Non. On n'est pas en surtourisme. Il faut arrêter ça. Le Pays Bigoudin Sud, et je suis très heureux, en tant que président de la SPL Tourisme, est devenu la première destination touristique du Finistère. Voilà. Ça compense une partie des emplois qu'on perd avec le plan de sortie de flotte, la casse de la pêche. Il ne faut pas se leurrer. Les touristes, ils amènent aussi des devis sur le territoire. Pour certains, après, ils viennent s'installer de façon pérenne et définitive. Et ça participe à l'activité économique. Et on ne peut pas râler en permanence quand il y a de l'activité économique et puis en même temps se plaindre que certaines communes meurent et se dépeuplent. Chez vous, vous avez une activité assez soutenue, puisque vous m'avez dit que vous avez créé pas mal d'emplois. Au niveau économique, en fait, depuis plusieurs générations, les maires qui m'ont précédé, eh bien, ont créé de l'emploi. Il y a 1900 emplois qui sont générés sur la commune, une commune de 4600 habitants, c'est pas mal. Donc forcément, on cherche à la soutenir, cette activité, que ce soit nous en propre au niveau de la mairie ou avec l'agglomération de Saint-Brieuc qui a la compétence pour développer cette économie et la soutenir. Et ça passe par des animations de sites, des réunions avec ces professionnels et ces industriels. Oui, alors un mot que j'aimerais qu'on évoque avant la fin de l'émission, le statut de l'élu. Statut qu'on a évoqué assez largement durant cette première journée du 107e congrès des maires. Voilà, le statut a été lancé sur les rails, puis arrêté. Aujourd'hui, on a du mal à savoir exactement où il en est. Quel regard vous portez justement aussi sur ce statut de... C'est pas très rémunéré d'être maire pour un travail à plein temps. Par amour, quasiment. Faut pas faire ça pour l'argent. Faut pas y aller autrement. Faut faire ça par passion, pour avoir envie de servir sa commune, mais... oui, le statut de l'élu local, il est au milieu du guet. Je pense qu'on est la 5e roue du carrosse de la République. On est assurément... à portée de baffe, comme on dit tout le temps. À portée de baffe. Et on est les employés de la République les moins bien payés. Mais pour autant, tout le monde attend beaucoup de choses de nous. Vous n'avez pas de week-end. Miracle. On est censé faire des miracles, c'est vrai. Et vous n'avez pas de week-end. Enfin, et notre régime de retraite est aussi plutôt très pauvre, contrairement, je pense, aux députés et sénateurs qui ont bien réglé de leur côté. Nous, l'élu local, le problème, c'est que le statut, il n'a jamais existé. Globalement, le maire de Pont-l'Abbé, aujourd'hui, sa paye, elle est la même qu'il y a 40 ans, sauf que le maire, il y a 40 ans, il avait le temps d'avoir une activité professionnelle à côté parce qu'il passait 1 heure en mairie, ça suffisait. Et il pouvait être député. Et il pouvait être député, et vice-président de la région ou autre. Et alors qu'aujourd'hui, vous passez minimum 5-6 heures par jour à la mairie, plus à la Comcom, parce que les deux sont quand même très liés et imbriqués l'un dans l'autre. Et les deux entités doivent fonctionner en même temps. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à cette crise d'évocation aussi, finalement, dans la démocratie locale? Il y a des chiffres. On dit en 83, il y avait 30% de maires de plus de 60 ans. Maintenant, il y en a 55%. Ouais, c'est assez évocateur. Après, ça dépend un peu des conditions de chacun. Il y a des maires qui continuent à travailler. Moi, j'ai choisi d'arrêter de travailler. Donc, forcément, après les prochaines municipales, les uns et les autres... Oui, mais c'est parce que vous cumulez. Quand je dis cumuler, c'est que vous êtes aussi au conseil départemental, vous êtes aussi à l'agglo et maire d'une commune. C'est ce qui permet de ne pas travailler à côté, parce qu'autrement, il faut aussi vivre. Vous avez une famille. Et donc, il nous faut aussi un minimum de ressources. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, c'est une forme de précarité. Là, on donne de notre temps, c'est H24 et toute la semaine. Et puis, en fait, après un mandat, vous pouvez très bien ne plus être élu, c'est pas un problème, sauf qu'il n'y a rien pour rebondir. Donc, on se retrouve en difficulté, parfois dans la précarité. Expliquez-nous un petit peu, par rapport aux craintes de métropolisation qui sont souvent évoquées, qu'est-ce que pourrait être une décentralisation ou une nouvelle étape de décentralisation intelligente? Quelle répartition des tâches? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir gérer?
quel rôle devrait avoir le département par rapport à la région, l'un après l'autre. Y a-t-il une strate en trop ? Dites-nous un peu vos suggestions. Alors, pour siéger dans 3 collectivités, pour l'instant, je n'ai pas constaté qu'il y avait une strate en trop. Hein. Aujourd'hui, c'est ce que je disais tout à l'heure, on gère le quotidien de tous les Français. Je le disais l'autre jour à une interview, si demain, nous les maires, avec nos adjoints et nos personnels, on décide de faire grève et de s'arrêter, la France s'arrête. La France s'arrête. Vous n'avez plus de cantine, il n'y a plus de garderie, l'EHPAD s'arrête de fonctionner, il n'y a plus d'eau au robinet, vos poubelles ne sont pas ramassées. C'est ça. Nous, on gère déjà quasiment tout. Mais l'État régalien a besoin de finir sa mue et de faire confiance, comme il le fait en Allemagne ou dans d'autres territoires, mais au territoire, mais avec les moyens qui vont avec. Ah, les Länder n'ont pas les mêmes moyens non plus. Là, ils ont plus de moyens que nous. Non, mais après, les attentes, en fait, aujourd'hui, ce que moi je perçois, c'est plus des déconcentrations des services de l'État. Et ce qu'on attend, c'est une décentralisation. Mais une décentralisation avec des moyens, on l'évoquait tout à l'heure. On se voit nous transférer des compétences, donc prendre de nouvelles responsabilités. C'est ça les compétences, mais sans le transfert financier. Et donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ça continue à contribuer. On n'a pas de recettes complémentaires, on a des dépenses complémentaires. Et en plus, certaines de ces dépenses, elles peuvent être exponentielles. Donc, compliqué. L'équation, elle reste très, très difficile. Donc, derrière, eh bien, on attend de l'État qu'il nous donne réellement les moyens et qu'il nous fasse confiance. Aujourd'hui, il y a une absence de confiance. Mais quelles compétences réclamez-vous ? En fait, une des compétences aujourd'hui les plus importantes et dont les territoires se saisissent, c'est la santé, parce que l'État est complètement absent. Et aujourd'hui, pour bosser sur sa santé, il y a des disparités énormes d'un territoire à l'autre. Donc, il nous faudrait un accompagnement des services de l'État. Le désert médical, hein, notamment dans notre secteur. Aujourd'hui, quand on parle désert médical, on parle souvent médecin, mais aujourd'hui, c'est même plus ça. C'est les médecins, c'est les kinés, c'est les dentistes. Enfin, ça devient quelque chose d'assez criant. Donc, il va nous falloir trouver des solutions. Et en fait, là, quand on voit ce congrès des maires, il y a des solutions qui sont initiées en France. Maintenant, il faut qu'on ait des retours d'expérience, qu'on puisse profiter de ce qui est fait sur les territoires et que l'État accorde de l'intérêt et de l'importance à ce qui est fait et ce qui marche. Est-ce que vous pensez que les municipales seront l'occasion d'aborder ces questions, ou est-ce que vous craignez une sorte de nationalisation des élections municipales, qui seront la dernière élection avant la présidentielle, si entre-temps il n'y a pas eu de dissolution, mais ça semble moins probable? Est-ce que vous ne craignez pas que... Alors on dit que par exemple le Rassemblement national a des ambitions importantes pour conquérir un certain nombre de villes, notamment dans le sud de la France, Toulon, peut-être Marseille, Carcassonne, etc. Mais bon, en Bretagne, dans le sud-ouest, c'est moins évident. Est-ce que vous ne craignez pas que finalement ce débat budgétaire qui aujourd'hui accapare tout continue à finalement polluer vos enjeux? Je pense pas. Les gens sont quand même bien attachés à leur maire. Ils font pas forcément de politique politicienne au niveau local, du moins dans des communes comme les nôtres, 9000 habitants. Moi, je connais quand même très bien ma population. Ils sont viscéralement attachés à ce que le débat municipal ait lieu. Moi, je suis plus inquiet sur le fait qu'on n'aura pas forcément beaucoup de listes dans certaines communes, parce que faire des listes paritaires, et vous prenez des petites communes de 300 000 habitants qui aujourd'hui sont obligés d'avoir une liste complète, ça va être très compliqué. Mais même moi, à Pont-l'Abbé, ce qu'on disait, voilà, il faut parité homme-femme, il faut essayer quand même de répartir les tranches d'âge. Et puis, vous avez des gens qui sont actifs. Et donc, c'est un vrai choix. C'est-à-dire que moi, j'ai fait comme mon collègue, j'ai cessé mon activité professionnelle. Si demain je suis pas réélu, voilà, il faudra que je retourne chercher du travail. Vous avez plein de gens, en fait, ils sont un peu réticents à venir s'engager avec vous sur une équipe municipale parce que ça va être chronophage et comment ils vont concilier leur vie de famille, leur travail et l'engagement municipal. C'est pas qu'ils n'ont pas envie, hein. Ils ont vraiment envie de s'investir pour leur ville. Mais non, est-ce que il y aura dissolution ou pas, c'est plus ça moi qui m'inquiète, parce que ça pourrait effectivement, alors soit nous décaler les élections municipales, complètement. Faut laisser le débat municipal avoir lieu, les élections avoir lieu. Sachant que là, entre les municipales et les présidentielles, on va quasiment arrêter tout ce qui est investissement juste comme ça dans les communes. Peut-être pas arrêter tout, mais il va y avoir un coup de frein. On n'arrête pas tout, parce qu'en fait, on se doit nous soutenir l'économie. Donc, que ce soit au niveau des départements, des communautés de communes ou des EPCI, les investissements, ils sont là et on essaie de les maintenir. Autrement, la France est à l'arrêt. Dans les communes, c'est peut-être un peu plus vrai. Moi, je voulais revenir sur ce que vous disiez sur les municipales. Clairement, dans les grandes villes, oui, ça se politise. Et on voit que
certains candidats à l'élection présidentielle sont déjà en train de préparer cette élection. Donc, dans nos communes, ça peut se sentir. Mais je suis tout à fait d'accord avec mon collègue de plateau. Aujourd'hui, nous, dans nos communes, on n'est pas sur une dynamique de politisation. Moi, je suis à la tête d'une liste qui est plurielle, avec des gens de droite, de gauche et du centre. Et en fait, notre parti, c'est notre commune. Moi, mon parti, c'est Plaintel. Et je veux faire en sorte de développer la commune dans le bassin. Merci, messieurs. Oui, merci Stéphane Le Doiret, merci Vincent Aleno. Donc on aura l'occasion de reparler de toutes ces questions en Bretagne cette fois, puisqu'aujourd'hui nous sommes à Paris en direct du Salon des maires. 107e congrès. 107e Salon des maires, organisé comme toujours avec beaucoup de professionnalisme par l'AMF, que nous remercions de nous avoir accueillis. À bientôt, portez-vous bien et surtout restez sur TBO et TV Sud. Merci. Merci.